c'est lui qui se fera sauter. Il y aura un autre coup en devenir, un coup d'État. S'il continue avec ce rythme, s'il ne se décide pas, ou il est froid ou il est chaud, mais ne jamais être tiède. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 février. Comme on le voit, l'année va très vite. Déjà la fin du mois de février, deuxième mois de l'année. On va entamer bientôt le mois de mars. Alors ce soir, nous aurons toujours, espérant qu'ils seront toujours présents pour pouvoir animer cette émission qui devient une émission reconnue sans fausse modestie, un peu au niveau africain et peut-être même au niveau mondial, parce qu'on a reçu des appels, enfin on a reçu des commentaires, des gens même du Japon. J'espère qu'elle va continuer cette émission à s'étendre un peu partout dans le monde, mais surtout on espère que vous pourrez revenir vers nous avec des commentaires qui vont faire évoluer notre émission. Sans plus tarder, nous allons commencer cette émission en compagnie de M. Ndion Patrick, qui est professeur en France, mais qui est aussi économiste. Il s'est spécialisé dans la stratégie économique. Monsieur Ndion Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur Caius Ebelebe. Bonsoir, chers co-panélistes. Bonsoir à nos chers auditeurs et auditrices de la grande et historique Radio Bakambi, partout où ils se trouvent dans le monde. Merci beaucoup, monsieur Ndion. Nous allons avoir la chance d'avoir vos analyses. Évidemment, vous serez confronté à monsieur Sosten Miambalint. Lui, il est agronome, docteur de son état, installé en France. Il travaille comme tout le monde là où, comme on dit chez nous, Dieu a permis qu'il soit. Monsieur Miambalint, bonsoir. Bonsoir, monsieur Caius Ebelebe. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Miambalint. Je crois que vous avez terminé, excusez-moi. Merci beaucoup. Et pour terminer, on aura celui qui, on le présente, mais on ne le présentera plus, qui est adjoint au maire dans la ville de Luango, politologue, lui aussi spécialisé dans l'analyse politique, mais aussi économique, sociale et même sportive. Monsieur Grégoire Gaïno, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bilibé. Bonsoir, chers amis panélistes. Bonsoir, les auditeurs de la radio Bakambi. Bienvenue pour nous écouter parce que nous sommes à 10 mois du Congo émergent. Donc, d'ici 10 mois, nous aurons un Congo qui deviendra un pays émergent. Et donc, je pense que ça va faire un grand plaisir de nous écouter parce que nous faisons des analyses de ce qui nous préoccupe. Merci à vous. On aurait bien compris que c'était un peu ironique, l'émergence du Congo en 2025, puisque je crois que l'État n'y songe même plus et qu'ils sont passés maintenant à l'année des jeunes. Je pense que ça va couvrir aussi 2025. D'ailleurs, monsieur Gaïno, comme vous parlez de l'émergence du Congo, je vais me permettre de bifurquer, même petit bifurcage dans votre dernier voyage. Si ça ne vous dérange pas, on va en parler juste une petite seconde, une petite minute. Vous revenez d'un pays africain, joli, beau, mais ce qui vous a plu dans ce pays, c'est pas seulement la beauté, c'est comment ce pays s'est structuré économiquement et comment il s'en sort. On parle d'émergence, il y a des pays qui sont sur la voie et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'on peut savoir si on peut en parler de ce pays que je n'ai pas encore cité, que vous citerez, puis qui pourrait nous dire ce qui a retenu toute votre attention durant votre séjour? Merci, monsieur Belibé, pour votre question très intéressante. En fait, la ville de Longo, le Cap-Vert et précisément Santa Cruz, la ville de Santa Cruz, a sollicité un jumelage avec la ville de Longo. Et donc, on a conclu cet accord-là et puis on est allé signer le protocole de jumelage à Santa Cruz, où nous avions été reçus par le ministre, par les différents ministres, à savoir le ministre de la Jeunesse et du Sport, le ministre des collectivités locales et puis par différents maires, le maire de Praia et puis le maire de Santa Cruz qui nous a reçus, puis d'autres maires qu'on a dû visiter. Et effectivement, quand on est dans ce pays, on est surpris parce qu'il y a pas mal de projets, notamment le projet d'eau
parce que vous savez, c'est une île volcanique qui se constitue de 9 îlots et les gens sont situés au-dessus des montagnes, donc des villages qui sont au-dessus des montagnes qui n'ont pas d'eau. Et effectivement, la mairie de Santa Cruz et d'autres mairies nous ont demandé de l'aide, puisque nous avons un vice-président qui s'occupe justement de l'assainissement d'eau, nous demande de l'aide parce qu'ils veulent, ils dessalent déjà l'eau de mer, qu'ils propulsent vers ces villages-là. Et donc, ils ont besoin des moteurs pour propulser l'eau jusqu'en haut des montagnes, parce que ce sont des montagnes qui sont très hautes. Et ils sont en train de faire de Cap-Vert une ville touristique tournante au niveau de l'Afrique, puisque là, ils sont en train de construire un nouveau port maritime. En même temps, ils sont en train de construire des différentes infrastructures. Et je veux dire, quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas eu l'impression que j'étais en Afrique. J'ai quand même visité beaucoup de pays africains, mais le Cap-Vert m'a émerveillé parce que je crois que j'étais toujours en Europe. Par la qualité de l'habitat, la qualité des structures de la mairie, la qualité des hommes qui sont toujours au travail, par la sécurité, partout. J'espère franchement que le Cap-Vert, ceux qui peuvent aller visiter, en tout cas, n'hésitez pas, vous serez émerveillés comme moi. Voilà ce que je peux te dire. Mais c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, c'est des gens qui ne parlent que de leur pays, des projets. Même les ministres qu'on a vus, c'est toujours des projets. Nous avons ceci, nous allons faire ça, voilà, dans quelle coopération, et ainsi de suite. Et quelle est la richesse principale de ce pays? C'est le tourisme. Non, il y a le tourisme qu'ils sont en train de développer, mais ils exportent la bauxite. Le cobalt, ouais. Cobalt. Mais ils utilisent déjà. Ce qui est curieux, c'est que, ce qui m'a plu, c'est de voir que d'abord quand vous arrivez, on vous présente les produits locaux. Ils ont leur vin, ils font leur yaourt, ils font beaucoup de choses. Ils font l'élevage, pourtant ils sont dans les montagnes. Mais je vous jure qu'ils font beaucoup d'élevage, ils élèvent les bœufs, les moutons, beaucoup de choses. Dans les montagnes même, ils cultivent énormément des légumes, beaucoup de choses. C'est vraiment un peuple travailleur, alors qui vit aussi dans une ville franchement moderne. Hein. On a visité une mairie de Santa Cruz. J'ai demandé même au maire comment est-ce qu'il gère ça. Il m'a dit il y a des financements de l'État et puis les financements qui viennent des habitants parce qu'il y a la taxe foncière, il y a ceci, cela. Mais c'est quand même un pays en devenir, hein, mais qui est vraiment sur la voie de l'émergence. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y a un pays émergent en Afrique, quand même, sur le savoir. On va rentrer dans nos débats, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Conakry. On l'a appris, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu des tirs à Conakry, il y aurait eu 2 morts, 2 jeunes morts. Les syndicats ont appelé à une mobilisation générale et à une grève générale contre la vie chère, mais aussi contre le pouvoir en place qui a confisqué apparemment le pouvoir, les militaires avec le général, le colonel, je ne sais plus si c'est le colonel ou le capitaine Doumbouya, qui lui a dissous son gouvernement, confisqué les passeports, pratiquement mis aux arrêts, mais en tout cas interdit territoire à l'ensemble des membres du gouvernement et a confié la gestion de l'État de manière provisoire aux directeurs de cabinet, aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères. Première question que je vous pose à vous, je pose à monsieur Miambalad. Monsieur Miambalad, est-ce que monsieur Doumbouya est vraiment dans la lignée des putschistes qu'on a, de la trempe de monsieur Goïta, celui du Niger ou alors de Traoré au Burkina Faso? Est-ce que vous pensez vraiment que là on a un exemple même d'un oligui? Merci bien pour la parole, mais je dirais ceci. Contrairement aux pays de l'Alliance du Sahel, notamment Doumbouya, Traoré et Tiani, ceux-là au moins ont une vision. Mais Doumbouya, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas là où il va, il est indécis. Il hésite entre s'allier avec les pays de l'Alliance du Sahel ou rester dans le giron français, avec le prolongement de la France-Afrique. Donc lui, quand tu agis comme ça en politique, un pas en avant, 2 pas en arrière, en fait, tu ne vas nulle part.
Donc, c'est déplorable que ce monsieur se comporte de cette façon. Même le fait d'avoir dissous le gouvernement, confisqué tout ça, mais c'est quand même assez bizarre. C'est des choses, on ne s'attendait pas à tout ça. Il a du mal à gérer le pays. Donc, il faudrait qu'il se décide. Sinon, c'est lui qui se fera sauter. Il y aura un autre coup en devenir, un coup d'État. S'il continue avec ce rythme, s'il ne se décide pas, ou il est froid ou il est chaud, mais ne jamais être tiède. Mais moi, je trouve que Doumbouya est tiède. Donc, il va le payer cher. Il faudrait qu'il rectifie le tir, ou il déclare qu'il est avec la CEDEAO, ou bien il est avec l'Alliance du Sahel. Mais jouer le jeu, il est comme une feuille. Voilà, pour un début, ce que je peux dire sur Doumbouya et son pouvoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ndian, Doumbouya, un pro-français, soutenu par les Français, quelqu'un qui aujourd'hui s'affirme par la force plutôt que par le dialogue. Écoutez, moi je pense que la décision qu'il a prise, c'est une décision quand même historique, hein, de mémoire comme ça, depuis les indépendances de l'Afrique, 1960, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu un chef d'État, quelle que soit la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir, démocratiquement ou non, par les urnes ou pas, radier, enlever, suspendre tout un gouvernement, arrêter ou plus ou moins faire en sorte qu'aucun ministre ne sorte, passeport à vie, et qu'on délègue toutes leurs fonctions ministérielles à leurs secrétaires généraux, c'est quand même du jamais vu, hein, c'est rare. Bon, c'est pas un fou non plus, bien qu'il soit militaire, avec des méthodes militaires inédites, prendre une décision comme ça, c'est quand même, c'est qu'il a des bonnes raisons, hein, pour le faire. Il doit avoir de bonnes raisons pour le faire. Moi, j'attends voir, hein, parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. J'attends voir les fruits dans un mois, dans 2 mois, avant de porter un jugement critique sur sa méthode. Voilà. C'est quand même plus de 2 ans qu'il est là, non? Plus de 2 ans, quand même, on peut déjà avoir une idée, hein, de son leadership. Oui, mais suspendre, il a suspendu, ça fait une semaine, hein, qu'il a suspendu le gouvernement. Il a des choses à leur reprocher, mais cette méthode-là est inédite quand même. Hein. On peut suspendre on peut faire un remaniement gouvernemental, ministériel. On peut suspendre 1, 2, 3 ministres. Mais suspendre tout un gouvernement, je ne sais pas si vous avez un exemple dans le monde. Hein. Donc moi, j'attends voir un peu. Est-ce que la suspension de tout un gouvernement, leur remplacement par des secrétaires généraux, peut aboutir à quelque chose ou pas? Bon, moi, j'attends voir. Hein. Mais sinon, c'est inédit. D'accord. Inédit, comme dit M. Gaïno, M. Gaïno, pour vous, la suspension, la dissolution du gouvernement, l'intention de quitter le territoire, les tirs, mort de 2 jeunes qui manifestent pacifiquement, on peut parler d'un régime fort ou plutôt d'un régime prêt au dialogue et que c'est malheureusement accidentellement qu'on a des morts ou bien... Doumbouya, c'est la même ferme. M. Gaïno, peut-être que votre micro, vous l'avez coupé. Oui, non, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Là, ça va, ça marche? Oui. Ok. Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre, je voulais dire. Parce que quand on voit cette méthode, qui est une méthode dictatoriale déjà, suspendre possible, licencier certains ou bien licencier certains ministres, oui, changer le gouvernement. On aurait pu dire oui, il a voulu changer le gouvernement. Mais de là, quitte à licencier tout le monde et puis ensuite confisquer les passeports, c'est une forme de dictature. C'est même la dictature, c'est pas une forme. C'est la dictature qui commence. Moi, j'avais confiance en lui. Je pensais qu'il allait s'aligner dans la même ligne droite, dans la même politique que les autres. Mais j'ai l'impression que ce monsieur, il s'écarte carrément. C'est un dictateur qui a pris le pouvoir, qui veut s'éterniser au pouvoir. Je ne vois pas comment il pourra remettre le pouvoir aux civils avec cette méthode comment il a agi. On n'agit pas comme ça. Lorsque on a fait un coup d'État, on essaie un peu de le justifier. On cherche à convaincre le peuple, à faire que le peuple soit avec toi, parce que tu as des idées, parce que tu as un programme, parce que tu veux qu'en peu du temps, que tu puisses montrer aux gens la raison pour laquelle tu as fait un coup d'État. Mais là, on reste dubitatif, même surpris, de voir quelqu'un qui vient faire un coup d'État et qui, en peu de temps, non seulement il met son gouvernement, au chômage. Il tape un coup fort sur son gouvernement, et en plus, il confisque, il confisque
les passeports, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est un manque de liberté, c'est supprimer la liberté des gens, c'est priver les gens de leur liberté, de déplacement, de ceci. Est-ce que c'est parce qu'on a été membre du gouvernement qu'on doit devenir prisonnier? Mais il en fait des prisonniers. Vous voyez? Et il fait la justice tout seul, parce qu'en tant qu'homme d'État président, il devrait monter des dossiers, les transmettre à la justice, et c'est la justice qui aurait décidé. Exactement. Mais là, c'est lui qui devient le justicier, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui... Non, c'est tout simplement une dictature, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il a eu... il a vu que, bon, voilà, le chemin qu'il prenait, peut-être qu'il n'était pas à la hauteur où il a été, je ne sais pas, bon, je ne veux pas supposer, mais je fais tout simplement une analyse de sa façon d'agir. Je veux dire tout simplement, c'est une dictature qui est en train de se mettre en place. Il faudrait que les citoyens fassent extrêmement attention dès le début, parce que une fois s'ils s'installent au pouvoir, je pense qu'ils vont vivre pire. À côté, on a pour vous, M. Ngaïno, je vous garde, à côté, on a une surprise quand même de taille, une surprise qui est quand même étonnante. On n'en parle pas beaucoup, mais ça, de plus en plus, ça monte et ça monte et ça monte. Il y a le président du Burkina Faso qui, lui, arrête tous ceux qui le critiquent de plus en plus. Il arrête les membres de la société civile, il arrête les anciens ministres, il fait arrêter tous ceux qui s'opposent ou qui critiquent ouvertement son fonctionnement. Là aussi, c'est pas inquiétant de voir que les militaires serrent les boulons, ou peut-être est-ce que, comme l'avait dit quelqu'un avec qui je parlais, il ne s'agit pas de serrer les boulons, il s'agit de remettre la discipline et que le désordre qu'il y avait avant doit cesser. Au Burkina Faso, apparemment, la peur a gagné le camp des opposants. Oui, remettre la discipline, c'est pas de cette manière-là. Moi, je pense que tous ces militaires-là, au début, ils ont été supportés par le peuple. Le peuple les a portés très haut. Parce que ils pensaient sortir d'une dictature pour aller vers la libération. Mais là, on est en train de chuter. C'est-à-dire tous les espoirs qu'on avait fondés sur cette révolution, que tout le monde a cru que c'était une révolution, que les pays vont au moins prendre leur indépendance, et je pense que c'est l'échec. C'est l'échec que nous sommes en train de subir là. Parce que quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, on est surpris. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça. Quand on veut mettre de l'ordre, il y a des moyens. Vous avez la police, vous avez dans certains pays, il y a la gendarmerie, vous avez l'armée et vous avez la justice. Voilà les instruments qu'a l'État de pouvoir mettre de l'ordre dans son pays. Mais lorsque sa parole devient une parole biblique, c'est là où commence la dictature. Et là, nous sommes en plein, et je veux dire que franchement, tous les espoirs qu'on avait fondés sur ces pays-là sont en train de s'effondrer. D'accord. Voilà. S'effondrer, comme vous dites. Mais je pense qu'il faut nuancer. Contrairement à Doumbouya, Traoré et consorts, ils ont au moins une vision. Ils ont même proposer ou bien expliquer leur vision à leur peuple. Mais Doumbouya, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. J'ai jamais écouté Doumbouya aller dans un sens ou dans un autre. Et rien. Mais Traoré, il parle même beaucoup. Il explique ce qu'il veut faire, comment. Bon, mais à un moment, quand le pays est désordonné, parfois il faut un peu de dictature pour essayer de redresser la barque. Mais donc, enlever les gens encagoulés pour envoyer des militaires, ne pas apparaître de manière légale avec la gendarmerie ou la police, se présenter, rassurer les populations que ce n'est pas des enlèvements. Là, on assiste plus à des enlèvements que plutôt à des gens qui sont en train de travailler de manière normale. Hein. Bon, les enlèvements, ça, je ne suis pas au courant de ça, mais moi, c'est plus sa vision qu'il expose à la population burkinabé. Parce qu'il parle, il dit où est-ce qu'on va. Il le dit clairement. Lui, sa lutte, c'est contre l'impérialisme. Il ne s'en cache pas. Mais Assimi, il ne parle pas beaucoup. Mais Maïga, il parle. Il est aussi dans la même lancée. Tiani également. Ils veulent faire de leur sous-région une sous-région qui va compter dans le monde, qui sera donc... Un peu les idées sont bonnes. Mais Doumbouya, vraiment, son disque, on ne l'entend même pas. Je ne sais pas, il joue quelle mélodie, mais il dit rien. Et puis, il dissout le gouvernement. Bon, il laisse les secrétaires généraux
ou les directeurs de cabinet, mais c'est un peu la pagaille. Un pays qui a déjà trop de problèmes, procéder encore comme ça, il crée une crise politique un peu, mais à la Macky Sall. Voilà que Macky Sall, il est en train de gérer la crise que lui-même il a créée. Avec Macky Sall et Ariel, il crée sa crise, il faut qu'il la gère. Mais de cette façon, les gens ne veulent pas l'aider à s'en sortir. Ils attendent le 3 peut-être avril pour le dégager. Et c'est un petit mot, pardon, pour contredire un peu mon monsieur Sosten. Non, monsieur Traoré, il a une vision, mais connais-tu un pays, franchement, où les militaires, un pays qui a été développé par l'armée au pouvoir, dans le monde jusqu'à présent? Mais la vision, il y en a. La vision, on peut l'avoir. Mais les capacités à mener cette vision-là, à la mettre vraiment en place, à la traduire, ce n'est pas en utilisant la dictature. Tout État a des moyens de ramener l'ordre dans un pays parce que l'État détient la police, l'État détient l'armée, l'État la justice. Donc tout ça, ce sont les instruments qui sont à la disposition, les institutions, qui sont à la disposition du chef de l'État pour pouvoir ramener de l'ordre et en respectant justement les libertés individuelles, en respectant aussi l'autonomie de la justice et qui doit pouvoir juger les gens selon la loi, uniquement que la loi, en respectant la loi. Voilà, mais on ne peut pas utiliser des moyens brutaux, comme on le voit, suspension de ceci, suspension de sortie, pour quelle cause, pour quelle raison. Ça, c'est une forme, c'est une dictature, ce n'est même pas une forme, c'est une dictature. Et je pense que lorsqu'on commence comme ça, ça finit toujours très mal. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça commence, mais demain matin, c'est beaucoup de Guinéens qui vont encore connaître connaître un autre Alpha Condé, c'est-à-dire affaire Doumbouya ne sera que Alpha Condé, bis. Mais j'en conviens, mais les militaires, on peut prendre l'exemple du Ghana. Le Ghana n'est pas mal loti. Hein. Rawlings a quand même fait quelque chose, il a laissé les Ghana en paix. Rawlings, mais ce n'est pas un pays développé. Monsieur Gaïno, ce que dit monsieur, c'est pas que ce n'est pas un pays développé, c'est pas non plus un pays sous-développé comme les Européens veulent le définir, hein, par rapport aux autres pays africains. C'est pas le Congo, mais pardon, le Ghana, il faut aller à Accra. Voir comment les gens fonctionnent. Ils sont mieux, ils ne sont pas des voleurs comme dans d'autres pays, mais pour un pays africain, il est appréciable. Et les universités ghanéennes sont aussi appréciées. Certes appréciable, mais sache que il y a une ligne qui a été tracée, qui avait été laissée par Kwame Nkrumah, et Rawlings a remis tout ça en place, et aujourd'hui, les présidents successifs travaillent dans cette ligne-là. Moi, j'ai été là-bas 2 ou 3 fois, je sais de quoi je parle, et puis moi, je suis politique, quand je vais, je rencontre des gens, j'échange. Et c'est vrai que le Ghana, c'est un pays, on va dire, avancé. Mais en tout cas, je te jure, comparativement au Cap-Vert que j'ai vu, je dirais, le Cap-Vert est nettement au-dessus. D'accord. Mais alors, monsieur Ndion, on vous a pas entendu, vous êtes très calme, ce qui est très rare. Le débat, il est ouvert, on peut intervenir, hein, on peut interrompre. Quand vous entendez vos deux interlocuteurs ou deux débatteurs, vous avez l'impression que on en dit trop sur le Burkina Faso ou mal sur le Burkina Faso et sur la Guinée et Conakry, tout en sachant que même au Mali, lever sa voix contre Goïta, c'est très dangereux. Hein? Monsieur Ndion, vous avez coupé le micro? Bon, en attendant que M. Ndion revienne, je pense qu'il va ouvrir son micro, il nous écoute. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ah. On a posé la question. Bon, mais la parole était à toi. Alors, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Ah, donc il n'était pas là, il revient. La question, c'était, quand vous entendez les deux interlocuteurs précédents, M. Gaïno et M. Sosten Miamalade, est-ce que vous pensez qu'on en dit trop, qu'on critique vraiment le Burkina et la Guinée-Conakry avec Doumbouya, ou est-ce qu'on dit vraiment ce qui est vrai? Beaucoup commencent à voir la désillusion et que les militaires commencent à montrer leur vrai visage, et que cette analyse est aussi valable pour le Mali, où il faut faire très attention quand on s'en prend ou quand on critique ouvertement le président Goïta. Moi, je pense que les deux situations ne sont pas comparables. C'est vrai. C'est la même catégorie socio-professionnelle qui est arrivée au pouvoir, notamment les militaires qui dirigent, mais les situations ne sont pas identiques.
Moi, je pense que nous sommes à leur juste valeur. Nos analyses sont à leur juste valeur, à mon avis. Hein. Merci. D'accord, c'était court et bref, c'était bien. Alors ça nous emmène directement au Sénégal. Hein. Sénégal, normalement ce soir et demain, le président du Sénégal avait demandé à la classe politique, à la société civile, à tous ceux qui étaient levés contre lui et tous ceux qui le soutenaient, de venir dialoguer. Étonnant, il a eu le soutien, c'est pas étonnant, de son parti, de ses partisans, de 2 ou 3 formations politiques opposées, mais sur les 19 partis appelés, il n'y en a que 3 qui se sont présentés. Les restes ont dit niet. Monsieur le Président, vous dégagez, pas de dialogue. Nous, on parle déjà de l'après Macky Sall. C'est une humiliation, c'est une claque pour le président sénégalais et c'est une confirmation qu'au Sénégal, il y a une forme de démocratie qui dit pas son nom, mais dont on est conscient qu'il y a une démocratie qui est installée au Sénégal. Hein. Monsieur Dion? C'est une invitation qui a été faite, qui a été lancée. Les partisans politiques, les hommes politiques de tous bords sont libres d'accepter l'invitation ou pas. C'est de la démocratie, c'est pas une forme, c'est de la démocratie. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, les partis qui ont refusé, ils ont leur raison. Ils connaissent le personnage. Un gars qui a fait ses 2 mandats, qui a tenté de tripatouiller la Constitution, il n'a pas réussi grâce à la clairvoyance des partis politiques et on lui demande de revenir sur le droit chemin. Il est en train, coup-ci, coup-ça, de revenir sur le bon chemin. Donc, on connaît son disque, c'est un disque qui est rayé. On le connaît parfaitement. Deuxièmement, il y a des gens quand même qui sont morts. Hein. On ne peut pas laisser passer ça au passé simple comme ça. Il y a des gens qui sont morts. Et troisièmement, il y a des gens qui sont en prison. Oui, il a fait un geste. Plus de 350 hommes politiques ont été libérés, mais il y a quand même l'un des principaux qui reste encore en prison. On entend qu'il y a un deal entre les deux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les partis politiques qui ont refusé ont leur raison et connaissent le personnage. Ce n'est pas parce qu'il aura organisé un dialogue, ce n'est pas parce que nous serons revenus sur la table de négociation ou du dialogue national que le personnage va changer. Non. Donc, il n'y a aucune raison de pouvoir participer à un débat dont on connaît les conclusions, puisqu'il le fait malgré lui. Pour terminer, le Conseil constitutionnel lui a donné la lassitude, constitutionnellement parlant, de fixer la date de la prochaine élection présidentielle, puisque le 25 est passé, c'était hier, ça n'a pas pu avoir lieu, qu'il respecte le calendrier avec quelques mutations, quelques changements, mais qu'il respecte afin de fixer une date qui ne dépassera pas la date buteur à laquelle il doit déposer son mandat, notamment le 3, je pense, avril. Qu'il le fasse, c'est tout, on n'a pas besoin d'un dialogue national pour cela. Moi, je donne raison aux uns et aux autres. Et ceux qui ont accepté, c'est normal, ils sont la majorité présidentielle, et ceux qui ont refusé parce que le disque est rayé et le personnage est connu. Merci. Monsieur Gaïno, on est Macky Sall, il dit, moi j'ai décidé, je ne veux plus qu'il y ait des élections, moi j'ai décidé qu'on n'ira pas avant décembre, et puis la Cour constitutionnelle lui dit, Monsieur le Président, vous n'avez aucun droit. Ce qui est quand même étonnant chez les présidents africains, c'est que on a le sentiment qu'ils n'ont pas de grands juristes autour d'eux. Le mot grand est un peu trop fort peut-être, mais de juristes talentueux, capables de faire de sorte de prévoir ce que va faire la Cour constitutionnelle. En France, on l'a vu, Macron ne voulait pas de certaines dispositions des articles. Il a laissé la porte ouverte à ce que ça soit, comment dire, bloqué par le Conseil constitutionnel. Tout le monde l'avait vu que c'était fait exprès. Il savait que le Conseil constitutionnel ne laisserait pas passer certains articles. C'était une tactique. Alors, par contre, au Sénégal, on voit bien que Macky Sall, la tactique, c'est l'incompétence de son équipe juridique. Bon, son équipe juridique, je ne sais pas. Je ne saurais pas les juger incompétents ou compétents. Mais ce que l'on peut constater, c'est que M. Macky Sall s'est englué dans une situation où il ne sait plus comment se démettre de cette grue qu'il a complètement englouti dedans, dans une affaire qu'il croyait pouvoir maîtriser. Et là, il ne maîtrise plus rien. Récemment, il venait d'affirmer dans l'un de ses discours
que son mandat finirait bien le 2 avril. Il le dit, comme prévu. Donc, mais en attendant, il appelle au dialogue. Or, quand on constate ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a 16 candidats plus le collectif citoyen qui refusent ce dialogue. Alors, donc le dialogue qui est rejeté par la majorité de la classe politique n'a pas de sens. Avec qui il va le tenir? Avec les gens de son parti? Avec ses supporters? Mais ça n'a pas de sens. Donc, il a tenté de libérer 350 détenus, comme disait M. Ndion Gabriel, pour essayer d'apaiser le climat. Mais ça ne suffit pas. Elle apprenait que le principal opposant, qu'il craint toujours en prison. Donc, M. Macky Sall, aujourd'hui, est totalement enfermé dans une situation qu'il a créée lui-même. Il ne sait plus comment s'en sortir et il est en train de s'enfoncer dedans. Mais voyons un peu la situation du Sénégal dans les années à venir, d'ici le 2 avril. Que deviendra le Sénégal? Je pense, puisque vous avez parlé, même M. Gabriel a fait allusion au Conseil constitutionnel. Je crois que selon la loi de la République, la loi va être appliquée à partir du 2 avril. Qui remplacera M. Macky Sall, puisqu'il ne pourra plus gouverner. Et c'est là que je dis la situation au Sénégal est encore tendue. Elle est encore tendue. On ne sait pas comment cela va se passer à partir du 2 avril. Est-ce qu'il va se retirer comme il le dit? Et en ce moment-là, bon, on applique la loi parce que je ne connais pas très bien la constitution sénégalaise. Le président du Sénat prend le pouvoir voilà. et organise les élections. Voilà, donc ce sera le président du Sénat, comme dit mon co-débatteur, M. Gabriel Dion. Donc c'est le président du Sénat qui va prendre finalement le pouvoir, qui va organiser les élections, parce qu'il aura un délai de 3 mois, je crois, n'est-ce pas? C'est ça. Donc à partir de là, voilà. Dans la situation au Sénégal, elle reste encore tendue et on va suivre, hein. On continue à suivre, voilà. Oui, sauf que monsieur Macky Sall a dit qu'à partir de mardi, une fois qu'il aura fini les consultations, dans la semaine, il donnera la date pour les élections. C'est ce qui est prévu au sortir de la consultation. Monsieur Miambalat, vous qui observez... Pardon, un petit mot là-dessus. Pardon, Monsieur Gaïno, on peut revenir vers vous si vous voulez. Non, un petit mot là-dessus, je ne serai pas long. Oui, mais ce qu'il dit là, mais il n'a pas la maîtrise de la situation. Donc, il est obligé, et ça dépendra de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, la classe politique majoritaire dit non à Macky Sall. Donc, il peut lancer même une date, puis l'opposition dit non, voilà, nous avons perdu du temps, nous avons besoin de faire campagne, eh bien, nous n'acceptons pas cette date-là. Il est vraiment embourbé, ce monsieur. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci pour la précision. Monsieur Miambalat, le président Macky Sall a les pieds et les mains liés. Est-ce qu'il doit faire ses valises pour partir et laisser le pays maintenant aux autres? Il est temps pour lui de plier bagages et de passer, comme on dit, du côté de l'histoire. Oui, le Sénégal, c'est un pays qui est dirigé par deux têtes. En dehors du pouvoir légal conféré par la population, il y a aussi le pouvoir religieux. Donc les marabouts, les imams là, ils pèsent beaucoup au Sénégal. Il faut toujours les consulter, leurs paroles comptent. Jusque-là, ils n'ont encore rien dit, mais l'entourloupe de Macky Sall a complètement échoué. Le 2, la nuit du 2 au 3, il ne sera plus président au Sénégal, soyons-en sûrs. Si l'opposition ne veut pas participer au dialogue, c'est pour éviter que Macky Sall tire en longueur, alors que les carottes sont cuites. Le pouvoir sera, comme les prédécesseurs ont dit, dirigé par le président du Sénat. Je crois qu'on a pratiquement le même modèle constitutionnel, dirigé par le Sénat, et 90 jours après, il faut organiser les élections dans les 90 jours. Donc je pense que Macky Sall, c'est du passé, après le 2 avril. Après le 2 avril. On retiendra une chose, que Macky Sall a été économiquement un bon président, mais politiquement, il a créé un chaos au Sénégal. Et il sera poursuivi pour ces chefs d'accusation-là. Mort d'homme, toutes ces choses-là, il sera poursuivi par le prochain régime. Ça, je pense qu'ils ne le laisseront pas comme ça.
ou ils seront en exil. Hein? Ça sera de sa faute. Je ne sais pas qu'il ira en exil. Je crois. Il prendra le chemin d'exil. C'est logique. Hein? Voilà c'est logique. C'est logique, Sostène, qu'il prenne le chemin de l'exil, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, à si bien titre, hein, il sera traduit en justice, hein, parce qu'il y a eu mort d'homme. Le Sénégal a quand même une culture démocratique assez approfondie. Hein. Le peuple, les institutions fonctionnent bien. Hein. Un président de la République en Afrique, dire quelque chose, le peuple sort, les institutions de la République le suivent le peuple pour pour dire non au président en exercice. C'est un peu rare, hein, et c'est un peu de regarder dans toute l'Afrique, là. Hein. C'est un peu rare. Hein. Faire reculer un président de la République en exercice, s'il vous plaît. C'est rare, hein. Donc, je pense, après le 2, le président du Sénat prend le pouvoir, comme on l'a dit, organise dans les 45 jours, 90 jours, l'élection présidentielle. Le nouveau régime qui viendra, bon gré, mal gré, poursuivra Macky Sall. C'est la raison pour laquelle il s'est dit, pour que nous n'en arrivions pas là, j'organise un dialogue national à l'issue duquel on va fixer une date qui me permettra de pouvoir rebondir. Une date qui sera aussi le plus possible, puisqu'il sortira de la majorité. Mais les Sénégalais, la classe politique sénégalaise, n'étant pas des petits-enfants, ils ont compris, ils ont boycotté. Oui. Parce que le disque est rayé, on le connaît. On sait quelle est ton arrière-pensée, M. Macky Sall. Donc moi, je suis d'accord avec cette classe politique qui a refusé de participer à ce dialogue-là et que la loi soit appliquée. C'est tout. Ils veulent pas donner une perche à Macky Sall. Une issue de sortie favorable. Surtout donc, pas. Il faut qu'il reste là où il s'est enterré, là. Surtout pas, ils ne donneront pas. D'accord. Alors pour terminer, il y a quelque chose que on n'a pas oublié, on aurait pu en parler. On aurait pu en parler au début, mais on va quand même en parler comme sujet de la fin sur la revue de presse ou sur la revue des nouvelles africaines ou la nouvelle dans le monde. C'est la CEDEAO. Je ne sais pas si vous avez vu, la CEDEAO a levé les sanctions partiellement, pas totalement, en tout cas pour 3 pays. Le Niger, le Mali et la Guinée-Conakry. Pas pour le Burkina Faso. On comprend pourquoi, parce que le président du Burkina Faso est allé très loin dans les négociations avec la Russie et on peut comprendre que la CEDEAO n'apprécie pas. Mais est-ce que la CEDEAO le fait parce qu'elle a compris que ça faisait du mal aux populations et que ce n'était pas de cette manière-là qu'il fallait dialoguer avec les militaires au pouvoir, ou tout simplement la CEDEAO réagit après qu'une décision forte ait été prise par les membres du Sahel de dire nous nous retirons et qu'il n'est plus question de travailler avec vous. Et là, c'est un appel de pied pour dire revenez, nous allons parler et nous vous redonnons votre argent, nous vous redonnons ce que vous vouliez. Il n'est pas trop tard pour bien faire, M. Caius. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ils sont revenus. La CEDEAO est revenue sur de bons sentiments. C'est une très bonne chose. Même le refus qu'ils portent sur le Burkina Faso, tôt ou tard, ils reviendront là-dessus. Parce que les 3 pays que vous avez cités là, ils ont quoi comme défenseur militaire mondial? C'est la Russie. C'est la Russie, militairement parlant. Ils ont tourné le dos à la France. Militairement, il n'y a plus de base militaire là-bas. Ils ont dit, il n'y a plus question. Mais qui les défend militairement s'il y a un problème aujourd'hui? C'est la Russie. Donc, tôt ou tard, ils reviendront sur de bons sentiments aussi pour le Burkina Faso. Et ça sera pareil pour le reste. Voilà, ça c'est de 1. Maintenant de 2. Mais la CEDEAO, c'est quand même des Africains. Ils ont compris. C'est des Africains, ils ont compris. Pourquoi un Africain tuerait un Africain? Au bénéfice de qui? L'intérêt de qui? Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous vivons sur un même continent. On a la même peau, la même couleur, on a la même culture, on a la même tradition. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire. Voilà. Ils ont réfléchi et finalement, ils ont trouvé. Non. Les actions politiques qui ont été posées par ces pays-là, c'était pour l'intérêt supérieur de leur peuple. C'était pas pour un enrichissement personnel des uns et des autres. Non. C'était pour les intérêts de ces 3 pays qu'on vient de citer. Le Burkina Faso, c'est la même chose. Donc, demain, ils vont aussi enlever toutes les sanctions qui pèsent sur le Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est de bonne guerre, c'est bien comme ça. Merci. Mais moi, je pense plutôt que
La CEDEAO, en tout cas, pour ceux qui en restent de la CEDEAO, parce que la CEDEAO en ce moment est handicapée, parce que 3 pays, c'est des pays qui pèsent. Eux, ils ont pris leur décision et ils ne veulent pas faire machine arrière. Donc, les résiduaires de la CEDEAO, mais ils ont compris qu'ils sont aussi impactés économiquement. Leur population grogne, puisque c'est le même peuple qu'on trouve dans tous ces pays-là, les frontières, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire, tout ça, c'est les mêmes populations. Et souvent, c'est des nomades, c'est bourré plus des Peuls. Les Peuls aiment se déplacer, ils se commerçaient. Donc, il y a eu aussi ce paramètre-là qui a touché que les économies même de la Côte d'Ivoire ou bien du Bénin. Puisque la zone maritime se trouve au Bénin. Le Niger n'a pas une porte de sortie à la mer ou à l'océan. Et pourtant, dans les accords internationaux, c'est interdit de priver ces ports-là aux pays qui n'ont pas d'issue maritime. De sortie maritime. Mais voilà que le Bénin l'a fait pour le Niger. Bon, les populations qui se vaquaient, ils sont au chômage. Donc, c'est une colère en latence pour ces populations. Donc, la CEDEAO, en tout cas, ceux qui en restent, n'avaient pas le choix. Ça, c'est pour moi la première chose, un problème économique. Ensuite, le problème politique, ils ont vu que pratiquement les carottes sont cuites. Les autres avancent, ils parlent de la monnaie, ils parlent de l'Alliance du Sahel, mais toutes ces choses-là, c'est aussi au détriment de l'Afrique, de la sous-région. Il se pourrait que la CEDEAO sera partenaire à l'Alliance du Sahel. Ils trouveront peut-être une méthode, c'est une bonne approche, une manière d'apaiser les tensions. Parce que personne ne sortira gagnant dans l'affaire. Nous sommes des voisins, nous sommes des mêmes populations. Créer une crise comme ça, ça va plus pénaliser les populations de la sous-région. Voilà, je crois que l'approche de ce qui reste de la CEDEAO. Sinon, il n'y a plus rien. La CEDEAO, pourtant, c'est une organisation qui fonctionnait mieux que la CEMAC. Mais là, pour des velléités politiques, pour des intérêts occidentaux, ils ont tué leur propre bébé. C'est ce qui est dommageable et regrettable. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno. Oui, je me permets de souligner en fait, c'est l'échec de cette organisation-là, la CEDEAO. Parce que en prenant ces mesures, il y avait une mesure qui consisterait à remettre les présidents dessus, à les ramener au pouvoir. Or là, ils n'ont pas pu. Mais c'était compter sur la France. Donc, ils n'ont pas pu remettre les présidents dessus au pouvoir et ils ont pris des mesures parce que croyant que les présidents ou les putschistes de ces pays-là allaient sûrement s'agenouiller devant eux pour dire bon voilà, bon on accepte ce que vous proposez. Ils ont vu qu'au contraire, ils ont créé une coalition entre eux qui risquerait même de faire éclater l'organisation. Voilà. Et donc, à partir de là, ils ont analysé ça. Et comme la France ne peut pas aussi intervenir parce qu'il y aurait, je pense que d'autres pays qui allaient condamner la France s'il y avait intervention. Et donc, la CEDEAO, elle seule ne peut pas aller attaquer ces 3 pays-là. D'abord, il y a la population qui se retrouve, la même population, les mêmes individus se retrouvent de part et d'autre dans tous ces pays-là. Et ensuite, vous avez aussi que les parlements de ces pays-là n'allaient pas accepter cette guerre-là. Et donc, c'est un échec total de ceux qui ont voulu mener ces sanctions. Et aujourd'hui, ils font marche arrière en levant les sanctions. Bon, bien sûr, ils ont laissé encore un pays qui est le Burkina Faso, parce que le Burkina, je crois qu'il n'est pas, qui continue à subir ces sanctions, mais ça viendra parce que j'espère seulement que les autres pays qui ont vu les sanctions levées ne vont pas abandonner le Burkina Faso. Il faut qu'ils se soutiennent, il faut que ces pays-là continuent. Bon, malheureusement, avec ce qui vient de se passer au Niger, c'est regrettable. Mais je pense que ces pays-là pouvaient vraiment se souder et se tenir la main pour voir dans la même direction. C'était déjà un rêve de l'Afrique qui allait se réaliser. Et
je ne sais pas si vraiment cette levée des sanctions va changer la politique de ces pays-là qui avaient déjà fait une bonne coalition et qui donnait une orientation de la politique africaine. Il faut vraiment souhaiter qu'ils se maintiennent quand même dans cette position-là. Ça leur donne quand même plus de force, hein, je crois. Ça leur donne plus de force et la possibilité de parler plus haut, de se faire entendre. Voilà. D'accord. C'est un échec quand même, hein, M. Gaïno. C'est un échec quand même. Ah oui, tout à fait. Cet échec-là est patent et parle de lui-même. C'est un échec politique. C'est un échec politique, comme tu l'as dit. Politique parce qu'ils voulaient remettre les présidents en place, ils n'ont pas réussi. C'est un échec militaire. Pour la France, on regarde tous ces pays-là qui avaient des bases militaires. Il n'y en a plus. C'est un échec même sur le plan politique. De l'audience internationale aurait toute la jeunesse de l'Afrique. Toute la jeunesse de l'Afrique s'est mis la France derrière son dos. Toute la jeunesse. Au Niger, le peuple est sorti, les jeunes sont sortis dehors. Au Burkina Faso, même chose. À Guinée, même chose. Au Mali, même chose. Partout, c'est ça. Donc, c'est un échec complet sur le plan démographique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Ils ont tous signé des accords avec la Russie. Tous, ils ont signé des accords avec la Russie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, M. Gaïno, la France ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment. Hein. Attention, militairement parlant, c'est compliqué. Hein. Parce que Poutine a parlé. Hein. La Russie a parlé. On vous attaque, eh bien, nous intervenons. Outre cela, il y a eu encore des accords inter-pays entre les 3-4 pays là. Ils sont dit, si on attaque l'un de nous, tout le monde est par solidarité. Exactement comme l'Europe le fait. Dès que tu attaques un pays de l'Europe, le temps rentre. Mais ils ont créé un petit truc comme ça, des accords comme ça entre eux, le Niger, le Mali, le Burkina, que si tu attaques le Niger, tu attaques le Mali, tu attaques la Guinée, tu attaques le Burkina Faso, tous ces pays-là, notamment autour du Sahel, là, vont, eh bien, ça devient compliqué pour la France, même si la France a des accords militaires avec eux qui sont devenus caducs. Donc c'est un échec, il faut le dire. Il faut aussi rajouter aujourd'hui la position de Macky Sall, qui n'a plus la position du président. Parce que Macky Sall aujourd'hui a une position que personne ne peut maintenant considérer. Donc, en réalité, il reste Alassane Ouattara, qui ne peut pas s'imposer tout seul aussi. C'est ça. Et n'oublions pas que les pays anglophones sont toujours mimi. Vous voyez, bon, quand on voit que certains pays sont trop ancrés dans la France, les pays anglophones reculent d'un pas. Et aujourd'hui, Macky Sall lui-même son bateau était en train de prendre de l'eau, bah, les autres, ça leur donne, ils disent, ah non, il faut réfléchir. Il ne faut pas continuer comme ça, sinon nous tous on risque de prendre de l'eau. Voilà. Donc c'est le bateau de la CEDEAO qui est en train de prendre de l'eau. Merci beaucoup.